Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. La session ordinaire du comité des 24 de l'ONU, ou communément appelé C24 ou comité spécial de décolonisation, se tient donc du 11 au 21 juin à New York. Le comité spécial tient sa session de fond chaque année lors de ce mois de juin. Et pendant 2 semaines, il examine la situation des territoires non autonomes qui relèvent de son mandat. Et il adopte aussi des recommandations sous forme de projets de résolution qui seront présentés à l'Assemblée générale. Créé en 61 avec 24 États membres, il a gardé aujourd'hui son nom initial, bien que ses membres soient montés à 29. De quoi parlent donc les délégués de ces pays? Du sort de populations de territoires qualifiés de non autonomes. Les délégués débattent, mais pour la question du Sahara marocain, il y a toujours le représentant algérien qui, tout en affirmant que son pays n'est pas partie du conflit, on le sait, insiste lourdement, pesamment sur des choses déjà discutées auparavant et déjà décidées par le Conseil de sécurité, comme la qualité de partie de l'Algérie, partie au conflit bien entendu, la nécessité de recenser les populations séquestrées à Tindouf sans possibilité ni espoir d'en sortir un jour, du détournement d'aides financières et matérielles acté par plusieurs organisations internationales et aussi par l'Union européenne. Et bien évidemment, cette session du C24 a donné lieu à des échanges entre le délégué algérien et le représentant permanent du Maroc à l'ONU. C'est Omar Hilal qui a encore et encore rappelé le rôle de l'Algérie dans la perpétuation de ce conflit, un conflit, on le rappelle aussi, régional et artificiel. Avec nous pour discuter de cette session du C24 à l'ONU et en analyser le contenu, Mostafa Sahimi, vous êtes professeur de droit et politologue. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ali Harichi, bonsoir. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à Mondiapolis. Merci aussi d'être avec nous. Zakaria Aboudahab, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes enseignant de relations internationales à l'Université Mohamed V. Merci à vous trois. Mostafa Sahimi, je commence par vous directement. C'est quoi ce comité spécial de décolonisation? À quoi il sert? Et surtout, à quoi il sert depuis son instauration en 61? Il y a d'abord le système des Nations Unies qui s'articule autour d'un certain nombre d'organes connus, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se décline autour d'un certain nombre de commissions. Il y a à côté de cela des institutions spécialisées, UNESCO, BIT, Conseil des droits de l'homme, etc. Et puis il y a une autre catégorie, c'est les organes subsidiaires. C'est un organe, le comité des 24 a été créé en 1961 par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un texte qui ne figure pas, le comité des 24 ne figure pas dans la Charte des Nations Unies, donc c'est important, c'est un organe subsidiaire. Alors, il a été créé en 1961, en novembre 1961, par l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la base de la résolution 1654. Il a pour fonction quoi? D'étudier l'application de l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Et ça, le texte de référence, évidemment, c'est la fameuse résolution 1514 du 14 décembre 1960. Il fait quoi, vous l'avez dit? Il fait un examen annuel de la situation donc, des territoires considérés comme non autonomes. Et à cet effet, il a la possibilité de faire des visites, des missions de visite, des séminaires régionaux. Ça a été le cas encore il y a un mois à Caracas, au Venezuela, etc. Donc voilà ce qui... ça a commencé avec 72, au départ, en 1961, 72 territoires autonomes identifiés. Nous en sommes aujourd'hui à 17, dont la question des provinces sahariennes. Alors, on y reviendra plus en détail. Oui, premier élément. Deuxième élément, c'est un organe qui a travaillé sur des territoires non autonomes et sur ce plan-là, comment ça a été réglé? Comment on est passé de 72, puis 64 à 17 aujourd'hui? Le problème, c'est le problème d'un référendum. Et c'est un problème compliqué parce que toutes les questions de décolonisation de la soixantaine de territoires autonomes depuis 1961 ont été réglés comment? Par le compromis. Par compromis, par discussion, par négociation, par transition, et pas par référendum. Pour être précis, il n'y a que 4 référendums sur la longue liste de 72 qui ont été mis en œuvre, et sur les 4, d'ailleurs, il y en a 2 qui ont conduit à des guerres civiles, etc. C'est vous dire qu'il faut éviter de tomber dans le piège grossier de la diplomatie algérienne qui réduit l'activité de ce comité des 24 au martèlement et à la propagande sur la décolonisation qui devrait donc couvrir le Sahara marocain. J'ajoute un dernier point. C'est que l'ambassadeur algérien, celui-ci ou les prédécesseurs, ne se sont jamais
préoccupé de la situation des 16 autres territoires non autonomes. Il n'y a pas trace dans les débats de ce comité de 24 des prises de position d'Algérie pour ce qui est d'un certain nombre de territoires autonomes, je finis, Samoa, la Nouvelle-Calédonie, les îles Pitcairn, Tokelau en Nouvelle-Zélande, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges, les îles Caïmans, les îles Malouines, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène, etc. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça, Zakaria Aboudehab? Certains problèmes ont été réglés, donc vous passez de 70 à peu près ce que vous avez dit. 72 au départ. 72 à 17, ça fait combien de temps qu'ils sont 17, qu'ils n'arrivent plus à rien faire au C24? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la définition qu'a donnée Mostafa Sahimi? C'est déjà beaucoup d'éléments. Tout à fait. On va quand même rappeler une chose importante sur le plan historique, c'est que la charte de l'ONU, qui a été rédigée à San Francisco, aux États-Unis, juin 1945, avait prévu des articles. Évidemment, c'était une approche anglo-américaine, on le sait. Parmi les articles qui font référence à ce concept de l'autodétermination, self-determination, c'est l'article 1er, paragraphe 2. Évidemment, la charte de l'ONU comprend aussi d'autres dispositions. Je peux citer l'article 11, par exemple, sur le conseil de tutelle, les territoires sous mandat, sous protectorat. Progressivement, il y a eu une sorte de tectonique qui a poussé beaucoup de pays à accéder à l'indépendance. C'est le cas du Maroc d'ailleurs, 1956, la Tunisie, 1956, et c'était dans le cas d'un protectorat. Et finalement, l'indépendance marocaine a été faite sur la base des accords d'Aix-les-Bains, par négociation, pour accéder en 1955 à cette indépendance fêtée par la suite. Cela est extrêmement important. Maintenant, il faut dire aussi que l'ONU était outillée d'organes principaux, en l'occurrence, notamment l'Assemblée générale, avec 6 commissions principales. La première, par exemple, c'est la sécurité, des armements. Et la 4e commission, c'était précisément la commission sur la décolonisation ou la commission des questions politiques spéciales. Par la suite, lorsque la charte, tout à l'heure, Sahimi l'a cité, la résolution, la fameuse 1514, mais aussi la 1541, c'est la charte de la décolonisation, c'est le grand mouvement dit du tiers-monde. À l'époque, il y avait beaucoup de bruit idéologique, et d'ailleurs l'Algérie n'est indépendante qu'à partir de 1962. Donc finalement, l'Assemblée générale, parce que c'est la majorité au niveau de cet organe, c'est-à-dire numériquement parlant, quand on a la voix, la majorité, on peut aboutir à des textes. Mais à l'époque, beaucoup de pays n'étaient pas encore indépendants. Je cite par exemple l'Érythrée, qui s'est détaché de l'Éthiopie en 1991. Je cite l'Angola en 1975. Il y avait le problème de l'apartheid. Et donc, finalement, pour donner plus de visibilité à la question de la décolonisation, eh bien, l'Assemblée générale avait mis sur pied cet organe dit subsidiaire, qui n'a pas été prévu déjà dans le texte de 1945, pour permettre précisément d'examiner tous les voies et les moyens en vue de pousser ces territoires dits non autonomes, tels que recensés à l'époque, pour qu'ils accèdent à une sorte d'autonomie finalement, mais par tous les voies. Évidemment, nous reviendrons aux modalités techniques qui permettent de donner un contenu concret à ce principe dit de l'autodétermination. Tout à fait. Ali El-Harichi, alors c'est 2 questions en une. Quelle est la différence entre la 4e commission de décolonisation de l'Assemblée générale de l'ONU et ce comité spécial de décolonisation? Est-ce qu'il n'y a pas doublon? Et deuxième chose, puisque ce fameux C24 a été créé en 61, est-ce qu'on peut dire qu'il a été créé avec la logique et dans le contexte de l'époque, un contexte de décolonisation, et qu'aujourd'hui, il est un peu dépassé? Parce qu'on ne voit pas, c'est pour ça que je posais la question de ça fait combien de temps que ces 17 territoires sont encore, disons, leur cas est encore en jachère, si on peut s'exprimer comme ça. En effet, ce comité chargé de la décolonisation a été créé en 1961 suite à 2 choses. Suite d'abord à la résolution 1514 qui est arrivée au mois de décembre 1960, et c'est la résolution 1654 qui va créer et qui va définir quelles sont les attributions de ce comité des 24. On l'appelle aussi comité des 24 parce qu'il y avait 24 États qui siégeaient. Aujourd'hui, il y a 29 États qui siègent dans le comité des 24 avec un président, 3 vice-présidents, avec un bureau donc, qui est réélu tous les ans. Et parfois, on a la même présidente qui est là depuis 2 ans. Donc ça, c'est le comité des 24 qui a été créé donc, en 1961. Et pour répondre à votre question, c'est vrai, c'était la période de la décolonisation. Et il arrive avec la résolution donc, 1514 et puis la résolution 1654. Maintenant, la 4e commission, elle est différente du comité des 24, parce que la 4e commission, il fait partie des 6 commissions des Nations Unies, enfin de l'Assemblée générale des Nations Unies,
dont chacune elle est responsable d'une thématique qu'elle traite. La 4e commission, c'est la commission qui est chargée de la décolonisation, enfin des questions politiques et de la décolonisation. La première commission, elle est chargée des affaires politiques, la deuxième, c'est les affaires économiques. Donc il y a 6 commissions qui préparent des travaux pour l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale, elle a 6 commissions qui travaillent avec elle dans cette 4e commission. Mais le comité des 24 est, comme a dit Sissimi, c'est un organe subsidiaire qui a été créé dans cette vague de décolonisation. Maintenant, aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que ce comité des 24 va rester ad vitam aeternam alors qu'on parle de 17 territoires qui sont restés et normalement, les autres territoires, c'est avec la négociation, c'est avec des discussions, c'est avec des tables rondes que les différends ont été résolus. Maintenant, l'Algérie, elle est là, dans on la voit au niveau du comité des 24, puisqu'il se réunit chaque année, on le voit au niveau de la 4e commission, à chaque fois puisqu'elle prépare pour l'Assemblée générale et aussi pour le Conseil de sécurité. Donc, chaque année, c'est elle qui prépare un rapport pour le secrétaire général. Donc, ça, c'est la 4e commission pour le Conseil de sécurité. Maintenant, on se pose la question, pourquoi autant d'institutions qui sont là, qui se consacrent à la même question? Il faut dire que parfois, je ne dirais pas une bureaucratie, mais les Nations Unies de 1945 ne sont pas les Nations Unies de 1960 et ne sont pas, les problématiques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes devant les problématiques des ODD, les objectifs de développement durable, devant les problèmes d'autres problématiques. Et juste, j'aimerais ajouter que par rapport à la 4e commission ou par rapport à cette comité des 24, c'est le Maroc qui, en 1963, va introduire l'affaire du Sahara pour la décoloniser de l'Espagne. Parce que mon ami Cizek, voilà, au niveau de la 4e et au niveau aussi du comité des 24, c'est le Maroc parce que ce territoire était colonisé, la puissance administrative ou administrante des territoires marocains était l'Espagne. Donc c'est le Maroc qui a introduit. Et en ce moment-là, ni le Polisario existait, et même l'Algérie ne venait d'avoir qu'une année d'indépendance. On est en 1963. Et il faut dire qu'il n'y avait pas que ça. On a récupéré après Sidi Ifni parce qu'on est parti dans... Tafaïa, c'est en 58. Et c'est fini, c'est en 65, mais c'est en 69 qu'on va la récupérer. Donc le Maroc utilise toujours la voie des Nations Unies. Donc quand les autres disent, voilà, le problème du Sahara, il est au niveau de la commission de décolonisation, mais c'était la décolonisation de l'Espagne. Et juste pour revenir, si vous permettez, par rapport le Maroc, la déclaration commune avec la France en 1956, le 2 mars 1956 ou le 7 avril avec l'Espagne, le Maroc a dit l'intégrité territoriale du Maroc n'est pas encore recouverte. Donc, on se rappelle du déplacement de feu le roi Mohamed V, donc Hamid el-Ghizlan, comment il est accueilli et que le Maroc était dans un recouvrement d'intégrité territoriale et il a utilisé tous les moyens, dont celui des Nations Unies. Quand vous dites que cette... je vous donne la parole tout de suite, Mustafa Sissimi, mais je vais la lier aussi à cette question-là. Quand on dit que le Maroc a introduit la question du Sahara au niveau de la 4e commission de décolonisation, au niveau du C24, il se trouve qu'aujourd'hui, alors je parle d'éminents juristes, donc je parle sous votre contrôle, mais j'ai appris que le Sahara, la question du Sahara marocain à l'ONU est la seule question qui est traitée par 3 instances en même temps à l'ONU. Mustafa Sissimi, donc comme le Conseil de sécurité, 4e commission de décolonisation et le C24. Est-ce qu'il y a une confusion? Est-ce qu'il y a une volonté de faire durer les choses? Est-ce qu'il y a tout simplement, on ne sait pas trop quoi faire? Pourquoi c'est comme ça? Vous avez raison de le relever et je vais être moins diplomate que mon collègue. Pourquoi? Il y a les dispositions d'article 12, paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies qui disent quoi? Qui disent que quand une question est du ressort et à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale est dessaisie. C'est dans la charte. C'est un texte fondateur, c'est-à-dire nous sommes fondés à dire, aussi bien pour ce qui est du comité de 24 que de l'Assemblée générale des Nations Unies, en invoquant une exception de procédure, comme on dit dans le langage judiciaire, in limite litis, c'est-à-dire en début de procès, pour dire il n'y a pas matière à discuter,
puisqu'il faut respecter les dispositions de l'article 12, alinéa 1er de la Charte, qui confie au Conseil de sécurité le suivi de la question du Sahara marocain, et donc l'Assemblée générale et le Conseil, le comité des 24 n'ont pas à connaître de cette question-là. Voilà une position forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renverser la table. Il y a un moment où il faut renverser la table, et d'ailleurs, c'est la position marocaine depuis 1975. Pourquoi? Parce que la décolonisation s'est faite sur la base de plusieurs textes. Un, les accords de Madrid, après la marche verte du 6 novembre, les accords de Madrid du 14 novembre 1975. Pourquoi les accords de Madrid? Pourquoi Madrid? Parce que c'était une puissance administrante, et donc il y a eu récupération des provinces sahariennes sur la base de négociations d'un accord international signé avec la puissance administrante. C'était le 14 novembre de 1975 et c'est enregistré, déposé comme document officiel au secrétariat des Nations Unies 4 jours après, le 18 novembre. Plus encore, il y a une résolution du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un mois après, le 10 décembre, la résolution 3452B, qui prend acte de ces accords de Madrid et qui donc valide tout à fait le recouvrement par le Maroc de ces provinces sahariennes. Voilà l'état du dossier. Zakaria Boutaheb, est-ce que vous pensez que c'est une position diplomatique dans les deux sens du terme du Maroc avec l'ONU de ne pas renverser la table, comme dit Mustafa Sahimi? Pourquoi maintenir une question aussi essentielle, aussi cruciale pour nous au niveau de 2 commissions, alors que le Conseil de sécurité est saisi? Oh, combien il est saisi? C'est-à-dire que formellement, le professeur Sahimi a raison, formellement. Cependant, il faut dire aussi qu'il y a une sorte d'une loi du précédent, plus ou moins, puisque c'est d'abord l'Assemblée générale qui, historiquement, a été saisie de l'affaire à partir de 1963. Mais le Maroc préparait, en réalité, cette demande, cette introduction, bien avant. Vous avez tout à l'heure cité, feu le roi Mohamed V, paix soit sur lui, en 1958, Mohamed El-Ghizlan, quand il a visité ce territoire, et solennellement, il a proclamé et fait le plaidoyer pour le recouvrement intégral de l'intégrité du territoire marocain. Je voudrais quand même ici relever quelque chose de préjudiciel, et c'est Ali, il le sait très bien, en faisant référence à un professeur marocain qui s'appelle Ahmed Zouitni, d'ailleurs, qui avait consacré sa thèse aux organisations régionales, entre autres, en parlant de ce péché originel de l'ONU, en ce sens que la première résolution de l'Assemblée générale qui a été adoptée sur la question du Sahara, à l'époque on parlait du Sahara espagnol et de Sidi Ifni, de 65, avait de façon malencontreuse dissocié les 2 territoires. Elle a considéré que juridiquement, ce sont 2 territoires distincts, et donc par conséquent, la résolution portant sur la décolonisation d'abord avait concerné Sidi Ifni, et donc finalement, effectivement, le Maroc l'avait récupéré en 69. C'était une erreur magistrale, je dirais, malencontreuse. Nous en faisons toujours le prix. On peut se poser la question pourquoi? Parce que les rapports de force à l'époque, vous savez, l'Algérie, après la guerre des Sables, a mobilisé toute sa diplomatie pour contrer les revendications légitimes du Maroc. Et Franco n'entendait pas du tout de bonnes oreilles. Il y avait un jeu pas très clair avec les Français d'ailleurs et avec les Espagnols. Évidemment. Voilà. Évidemment. Autour du Maroc. Évidemment. Maintenant, il est clair que le Conseil de sécurité n'a fait son introduction par rapport à la question que lorsque la problématique est devenue inquiétante du point de vue de la sécurité. Lorsque l'Espagne préparait ce fameux référendum à l'insu du Maroc, après le recensement de 1974, c'était évidemment Franco qui n'imaginait aucunement un Sahara marocain, mais voulait tout simplement créer un État inféodé, on le sait. Et progressivement, le Conseil de sécurité a fait son entrée. Néanmoins, l'Assemblée générale est restée un peu ancrée dans cette problématique, dans le sens où elle devait accompagner le processus sans qu'il y ait chevauchement. Mais je dirais, d'ailleurs, Georges Sel, c'est un grand juriste internationaliste, avait parlé du dédoublement fonctionnel qui a été repris par Michel Rousset en droit administratif. Maintenant, je crois qu'il y a une complémentarité. Le Maroc n'a aucun complexe pour que l'Assemblée générale se ressaisisse de la question. Pourquoi? Il a une majorité à l'aise au niveau numérique. Et là, c'est une question de diplomatie, évidemment. À qui de droit, il devra le faire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Conseil de sécurité, là je suis tout à fait d'accord avec Sahimi, devrait peut-être prendre ses responsabilités et carrément urger la résolution de ce différend politique artificiel autour de l'autonomie, puisque
Si on dit territoire non autonome, si on octroie l'autonomie substantielle au regard du plan marocain d'autonomie, il devient autonome. Où est la contradiction? Donc l'autonomie n'est pas nécessairement un détachement, n'est pas nécessairement une indépendance au sens classique. Ça veut dire ce que ça veut dire. On octroie tout simplement des droits de gestion financière, etc., parlement local, gouvernement local, dans l'ordre constitutionnel marocain, avec le drapeau marocain, avec le dirham marocain, avec la souveraineté marocaine. Alors, Ali Harichi, quand le professeur Zakaria Bouddahab parle de cette majorité mouriha confortable qu'on peut avoir à l'ONU, effectivement, nous avons 110 États maintenant qui apportent leur appui avec une force croissante au plan marocain d'autonomie. Il y a une trentaine de consulats qui sont ouverts. Donc, effectivement, il y a une stricte majorité, une écrasante majorité en faveur de l'intégrité territoriale. Est-ce que vous pensez que c'est une première, cette question de consulat, cette question, enfin, ce qui est en train d'être fait par le Maroc? Est-ce que vous pensez que c'est une première au niveau international diplomatique pour ce genre de questions? Ou alors, est-ce que ça pourrait créer une sorte de jurisprudence en droit international? Oui, ça pourrait créer une forme de jurisprudence en droit international. Mais est-ce qu'on en parle au niveau de la 4e commission? Est-ce qu'on en parle au niveau du C24, de ces consulats, de ces reconnaissances de plan d'autonomie? Est-ce que le Maroc en fait état? Non, mais c'est normal. Quand on est c'est-à-dire dans le comité du 24 ou bien au niveau de la 4e commission, le Maroc, il est là pour défendre sa position, qui est la position qui répond à la légalité internationale, à la légalité historique et à la légalité juridique. Quand le Maroc... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Zakaria sur le fait que l'Assemblée générale, on a une majorité, pas seulement relative, mais presque absolue au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'AG des Nations Unies. Au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, on est présent depuis le début, depuis notre indépendance, c'est-à-dire depuis le 1956. Et le fait que le Conseil de sécurité traite de ce différend artificiel, mais l'Assemblée générale, il prépare, on sait que le secrétaire général prépare chaque année un rapport qui est soumis à la fois à ces commissions et surtout au Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas réellement de dédoublement, à mon sens, comme vous en avez parlé, c'est-à-dire en droit administratif, mais c'est une procédure. Donc l'Assemblée générale, on ne peut pas sortir ce dossier de l'Assemblée générale. Maintenant, pour le Maroc, pour cette question-là, il faut que le Maroc force un peu plus le temps au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'on propose un projet qui est que l'ensemble, même des puissances, au niveau des États qui sont au niveau les 5 États permanents, les États qui siègent au niveau du Conseil de sécurité, toutes les résolutions sont en faveur de la proposition marocaine. Et quand on parle d'autonomie, mais c'est dans l'intégrité territoriale. Comme vous l'avez si bien dit, Zakaria, c'est dans l'intégrité territoriale avec le principe de subsidiarité, qui est un principe qui montre, c'est-à-dire l'État supranational et la régionalisation avancée est une forme de cette décentralisation ou de cette autonomie, c'est-à-dire mais dans l'intégrité territoriale. Une autonomie, ce n'est pas une indépendance. Et d'ailleurs, on ne parlera plus de droit des peuples à une autonomie, puisque ce peuple-là, il est marocain, et c'est-à-dire même juridiquement, même du point de vue du droit international, les choses sont claires. Maintenant, il faut forcer un peu plus sur le Conseil de sécurité pour avoir une solution. On ne peut pas attendre chaque année pour voir est-ce que la MINURSO, c'est-à-dire cette mission des Nations Unies, il n'y a plus de référendum, on ne parle plus de référendum, va encore proroger, oui, c'est-à-dire... Depuis 20 ans, je crois, les résolutions ne parlent plus de référendum. Non, c'est-à-dire depuis 2008, depuis qu'on a proposé, enfin 2007, mais la résolution qui est arrivée en 2008, on ne parle plus de référendum. On parle d'une solution qui doit être pragmatique, politique et que, c'est-à-dire... réaliste, durable sur la base d'un compromis. D'un compromis, et il faut que les voisins s'assoient avec nous autour de cette table ronde. Alors, à chaque fois, ils disent qu'ils ne prennent pas parti. Mais qu'est-ce que vous faites là si vous ne prenez pas parti? C'est ça une question. À chaque fois que j'entends l'ambassadeur de l'Algérie au niveau de ces
Même commission, il dit l'Algérie ne prend pas parti. Mais pourquoi vous êtes là si vous ne prenez pas parti? Alors, ça, juste pour la petite histoire, en préparant l'émission, j'étais en train de chercher sur le site de l'ONU, donc la commission, le comité des 24, et quelque part, je crois que c'était pour la résolution, je crois que c'était pour la réunion 2023 ou 2022, il était écrit autant les résolutions de l'ONU sont diplomatiquement, sont politiquement et diplomatiquement correctes, autant là, ils y ont été, franchement, les parties du conflit que sont le Maroc, l'Algérie, le Front Polisario et la Mauritanie, c'est dit d'une manière claire. Mustafa Shahimi, vous commentez. Permettez, et après, je passe à la définition dont parlait Zakaria Aboudahab, la définition donnée par les Nations Unies sur ces... Sur l'autonomie, il faut relever un premier aspect. Dans la typologie des autonomies, puisqu'on parle de territoire non autonome, la formule marocaine est la plus avancée qui soit. Il faut relire et commenter de nouveau l'initiative marocaine je vais contextualiser ce que vous dites, la définition de l'autodétermination selon la résolution 26-25 de l'Assemblée générale de l'ONU en date d'octobre 70, qui a été rappelée par notre représentant permanent. Donc les moyens, donc l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est ? La création d'un État souverain indépendant, la libre association ou l'intégration avec un État indépendant, ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé. Nous parlons de l'autonomie. C'est bien ce que vous disiez. Mais c'est bien la plasticité de cette résolution de la 26-25 du 24 octobre 70. Pourquoi ? Ce sont des dispositions à la carte. Première option, c'est dans la résolution, la création d'un État souverain indépendant. Deuxième option, la libre association. Troisième option, l'intégration avec un État indépendant. Quatrième option, l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé. C'est-à-dire que le piège de la diplomatie algérienne dans lequel elle veut nous enfermer, c'est de réduire la problématique du passage des territoires non autonomes à l'autonomie dans les provinces sahariennes à simplement l'application d'un référendum. Or, le référendum n'est qu'une modalité dans l'expression de la volonté des populations. Premier point. Deuxième point qu'il faut relever, dans la pratique onusienne, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pays, il y a des territoires non autonomes où les populations considérées comme relevant de territoires non autonomes, à 99%, ont refusé de l'autonomie. Il y a eu un référendum à Gibraltar. 99% des habitants de Gibraltar s'accommodent de cette situation-là, c'est-à-dire que ça soit lié donc au Royaume-Uni. C'est le cas également des îles Malouines, qui font l'objet d'un contentieux entre le Royaume-Uni, vous savez, et l'Argentine. Il y a également 99%. Donc, ce qu'il nous faut relever, c'est que le réféendum n'est qu'une modalité d'expression parmi d'autres de la volonté des populations. Les Algériens en font la solution seule et unique. Oui, alors, pour être précis, si je voulais être polémiste, je dirais aux pays voisins et au régime algérien, ce principe-là du référendum qu'il brandit dans les instances onusiennes, ça serait bien qu'il soit appliqué dans le pays voisin. C'est important. C'est important qu'il. Alors, on va continuer sur le commentaire. On va continuer sur le commentaire, sur le commentaire de cette définition avec vous, Zakaria Aboudahab. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure de l'autonomie. Est-ce qu'on peut considérer il y a un plan d'autonomie qui a été proposé par le Maroc donc en avril 2007. Depuis, il y a des élections. Ces élections se passent tout à fait normalement. D'ailleurs, le taux de participation le plus élevé à l'échelle nationale se trouve dans les provinces sud. Ces élections ne sont contestées par personne au niveau de la communauté internationale. Bien entendu, les pays voisins contestent. C'est normal. Il y a des observateurs. C'est contesté par absolument personne dans la communauté internationale. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une autonomie qui est réelle, qui est effective et qui marche ? Tout à fait. Il faut tout simplement inviter que ce soit nos frères sahraouis et nos sœurs sahraouis, mais également algériennes et algériens, de venir visiter ces belles villes de nos provinces du Sud, y compris l'Ayoun et Dakhla, voir aussi Smara, la capitale spirituelle, pour voir le niveau de développement socio-économique, mais également la conscience politique des habitants, des citoyens, qui ont une conscience politique très aiguë, très attachée
à la gestion du territoire, mais également avec un sens aigu du patriotisme, c'est important. Et je voudrais quand même dire que l'Algérie, malheureusement, le régime algérien avait raté un rendez-vous de l'histoire. On aurait pu en finir définitivement en 2001, lorsque, dans le cadre du plan Becker 1, encore une fois, il y avait cette question de l'autonomie, mais malheureusement, qui a été sapée par le régime algérien, qui par la suite a manœuvré pour que dans la mouture de 2003, il puisse y avoir une autre option, celle de l'indépendance, au bout de 5 années de cogestion. Et évidemment, on s'en souvient, en 2004, le marhoum Bouteflika avait proposé même un plan de partition, dans le cadre d'une lettre qui a été adressée à l'époque, je crois que c'était à M. Ban Ki-moon, il me semble. Ce n'est pas Kofi Annan, je crois. Becker, parce que c'est le plan Becker aux entretiens de Houston. L'envoyé personnel, mais le secrétaire général à l'époque, c'était, je crois, soit Kofi Annan, soit Ban Ki-moon. Bref, l'Algérie est partie prenante, ça, on le sait très bien. Je voudrais rappeler une chose importante aux chères téléspectatrices et téléspectateurs, que du point de vue même du droit international, on pourra le démontrer, élément par élément. Commençons par le droit international et l'article 38 qui cite les sources du droit international, les traités. Tout à l'heure, Sissima a cité l'accord de Madrid. Déposé en vertu de l'article 102 de la Charte de l'ONU, il est valide, il est effectif. Opposable à tous, je dirais même erga omnes. 2. La coutume, ce que vous voulez dire certainement, c'est Ali el-Khariji. Quand on dit la coutume, vous savez qu'en droit international, il n'y a pas de hiérarchie de normes. Généralement, bon, il y a le juge cogent, c'est tout, mais parfois le juge même peut prendre en considération, avant le traité international, une coutume. Qu'est-ce que ça veut dire une coutume? Une pratique internationale. Vous avez dit, c'est Aziz, les 30 consulats ouverts. C'est une coutume sage, pour parler comme René Jean Dupuy, qui, à force de loi, puisque dans la coutume, vous avez 2 éléments. Vous avez l'élément matériel, la répétition, et vous avez l'élément psychologique, l'opinion jury. Ça veut dire que la communauté internationale croit en le caractère obligatoire de cette pratique internationale et qui gagne du terrain. Dernièrement, même la Slovénie s'est exprimée en faveur, d'une manière diplomatique certes, en rappelant que le plan marocain d'autonomie est une bonne base pour des négociations, etc. On le sait. Je peux parler même du Brésil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Prenez les principes généraux de droit. Principe du respect des avantages acquis. Nous avons historiquement des avantages historiques par rapport à la question du Sahara. J'ajouterais aussi même sur le plan de la jurisprudence, l'avantage historique est parfaitement et dûment documenté depuis 3 ou 4 siècles. La faculté pour le juge de statuer ex aequo et bono. Quand on dit l'équité, on va au-delà de la formalité d'un droit qui parfois est injuste si on l'applique à la lettre, mais gardons à l'esprit, ça me rappelle ce que disait le grand juge Mohamed Ben Nouna dans un dernier livre, Le droit international, entre la lettre et l'esprit. Ajoutons une chose importante, l'acte unilatéral est une source de droit international. Donc quand des États, soit par la pratique, soit par des déclarations unilatérales, ça viendra s'ajouter à tout ce corpus juridicum pour encore donner plus de, de consistance à votre dossier, à notre dossier sacré, celui de l'intégrité territoriale. Donc au final, pour dire, le Maroc ne craint pas le référendum qui a été à un moment donné proposé par feu le roi Hassan II Nairobi en 81. Mais pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de choses, je suis un peu passionné par le sujet, vous le savez très bien. Les critères de Montevideo, il y a 4 critères essentiels pour définir l'existence ou pas d'une entité qu'on pourrait appeler État. Premièrement, d'abord un territoire bien défini. Où est ce territoire? Ça n'existe pas. Pour soi-disant la prétendue RASD. Ça n'existe pas. Malheureusement, et de façon malencontreuse, l'OUA en 1984 l'avait admise, cette entité, en violant la charte de l'OUA. Et le Maroc en était membre. Edem Kodjo, enfin ce qui s'était passé à l'époque. Le peuple, c'est quoi? Disons, dites-nous s'il vous plaît, quel est ce peuple, sa composition sociologique, ethnologique, etc. Troisièmement, l'effectivité en termes de pouvoir politique, eh bien c'est l'État algérien qui gère les camps et impose ou décrète une sorte de prison à ciel ouvert. Quatrièmement, la possibilité pour l'entité de mener des relations diplomatiques internationales normales. Eh bien, on voit que c'est l'Algérie qui parle au nom, soi-disant, de cette entité factice. Donc finalement, le Maroc ne craint ni le référendum, ni le droit international, mais il le fait dans le compromis, dans le bon voisinage, parce qu'il voudrait tout simplement prendre témoin, c'est les paroles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la communauté internationale, tout simplement de la marocanité d'un territoire. C'est pour ça que je vous ai laissé parler, vous parlez d'or. Qui a été toujours et restera toujours marocain. Vous parlez d'or et avec beaucoup de logique, c'est pour ça que je vous ai laissé passer votre quota de temps. C'est peut-être vous avez répondu aussi à une question que j'ai posée d'une manière tout à fait furtive tout à l'heure et sur laquelle on est passé. Est-ce qu'on essaie de faire perdurer ça? Parce que bon, la communauté internationale, c'est les correspondances entre les différents sultans du Maroc dans la grande histoire sont là et tout le monde le sait, avec les Espagnols, les Français, les Américains, les Britanniques et tout le monde.
Ali Haji, si vous voulez commenter sur ça. J'aimerais bien. J'aimerais passer aussi sur Omar Hillel, donc rapidement, s'il vous plaît. Je félicite mon ami Zakaria pour cette belle plaidoirie pour la marocanité du Sahara et pour l'effectivité de cette marocanité. J'ajouterai deux choses. Quand on parle de la coutume internationale, c'est la deuxième chose et elle est équivalente au traité. Il n'y a pas de, c'est-à-dire l'une qui est supérieure à l'autre. Et il y a aussi le droit public musulman. Quand on parle du droit public musulman, le serment d'allégeance fait partie d'un droit international qui reconnaît, c'est-à-dire que... Voilà, c'est normatif pour les musulmans. Donc la coutume internationale ou les traités ne sont qu'une codification qui est arrivée avec le temps des coutumes. Donc quelque chose qui existe depuis 14 siècles, et puisque vous avez parlé des correspondances, mais ce sont l'allégeance qui a été produite par les habitants de ces régions-là, c'est-à-dire du sud du Maroc, pour les sultans, pour le pouvoir central. Donc voilà quelque chose qu'on doit encore appuyer sur cela par rapport au droit international. Et j'ajouterai autre chose. Vous avez parlé de référendum. Nous, on fait un référendum, puisque vous avez parlé des élections. Tous les 5 ans, on a eu la plus grande participation de cette population qui vient du Sahara et qui est marocaine et on trouve même une forme de déterminisme, c'est-à-dire sociologique, électoral de cette population qui vote pour un parti qui est lié à l'indépendance du Maroc, sans le citer. Donc, juste pour montrer que voilà un référendum, une reconnaissance de la marocanité du Sahara par la population du Sahara. Alors, nous allons aller sur donc le représentant permanent, Omar Hillel. On va avancer, Mustafa Sahimi, mais en guise de compensation, c'est vous qui allez commencer. J'allais vous laisser, c'est ouvert, mais je vous laisse. Alors, Omar Hillel, il a été, à son habitude, au bazooka, au lance-flamme, avec l'Algérien qui était en face en lui disant, bon, bah, vous laissez tomber votre politique, c'est un fiasco. Le Maroc, le Sahara est définitivement décolonisé depuis le retour à la mère patrie. Un point, c'est tout. En parlant des queues qui se passent en Algérie, en parlant, bon, Omar Hillel, on le voit ici, il a été vraiment clairement. Alors, il a rappelé les 3 principes immuables de la question du Sahara pour le Maroc, et je vous interpelle là-dessus, si vous voulez bien, Mustafa Sahimi. Le Sahara marocain a été de tout temps et restera marocain. L'initiative marocaine d'autonomie est la seule et unique solution à ce différend dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume. Et le Maroc, 3e principe, poursuivra avec détermination la stratégie de développement de ses provinces du Sud. C'est clair et c'est net, ça rappelle le discours royal il y a quelques années aussi, avec différents éléments, différents paramètres. Ce sont les positions constantes du Maroc, réaffirmées en différentes circonstances, notamment par Sa Majesté le Roi, qui a défini un certain nombre de principes pour ce qui est de ce dossier national. Je voudrais revenir sur le référendum. Rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai encore 2 autres questions. S'il vous plaît, il y a les autres. Sur le référendum, il y a enterrement de cette question du référendum. Ce n'est pas le Maroc qui a décidé de refuser le référendum. Ce sont les Nations Unies qui ont considéré que le référendum n'était pas réaliste ni praticable. Sur la base du plan d'autonomie proposé par le Parlement. Sur la base d'un rapport fait par un ancien émissaire des Nations Unies, Peter Van Walsum, qui a déclaré que le référendum n'est pas praticable par un certain nombre de raisons. Pourquoi ? Parce que le blocage venait à propos de l'identification du corps des électeurs, j'y reviens pas, puisque les camps de Tindouf avaient essayé de nous fourguer des dizaines de milliers d'électeurs prétendument sahraouis et qu'ils avaient en même temps récusé un certain nombre d'authentiques sahraouis de nos provinces sahariennes. Premier élément. Deuxième élément, la position du Maroc est une position confortée, consolidée, maintenant par les résolutions du Conseil de sécurité. C'est extrêmement important. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité s'articulent autour d'un certain nombre de principes, un processus de négociation, l'activation de la formule de table ronde avec les 4 parties, dont l'Algérie évidemment, et la recherche d'un règlement politique négocié. Maintenant, une dernière observation, si vous le permettez. Pourquoi ça traîne ? Ça tient à plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est un dossier, si vous le permettez, non, je voudrais quand même en quelques minutes, c'est un dossier marginal. C'est un dossier secondaire pour la communauté internationale, et je crois que c'est important de le dire. Deuxième observation, nous allons continuer à consolider nos positions
au Conseil de sécurité dans les provinces sahariennes avec les consulats, et il y a là un phénomène qui est extrêmement important au profit de la diplomatie marocaine. Alors, Zakaria Abou Dahab, en plus des 3 paramètres, je cite cette magnifique phrase du grand sociologue marocain Mohamed Sharqawi, que vous avez cité vous-même ici. Vous étiez là, je me rappelle, vous étiez à ma droite. Et quelle est cette phrase ? Alors, cette phrase, c'est que le Maroc sans l'histoire du Maroc sans le Sahara est incompréhensible. Le Sahara sans le Maroc n'est qu'un désert. Oui, absolument. Voilà, ça résume. C'est clair. Et dans son livre, d'ailleurs, Liens sociaux, il a examiné, je ne sais, des milliers de contrats. Il a remarqué qu'en fait, les contrats ne sont pas monogames mais exogames. Et donc, il y a eu toujours des compénétrations. Prenez, par exemple, nom de famille Dlimi, par exemple, l'Arossi. L'Arossi, Dlim, ce sont des Sahraouis qui se sont déplacés pour vous dire qu'il y a eu toujours des interactions humaines. Oui, ce sont des arguments sociologiques de plus, finalement. Et retenons aussi ce qu'il avait employé comme terme conceptuel, enfin, comme approche, c'est l'hubris impérial. C'est que le régime algérien, pour lui, est, on va dire, imbibé de ce principe romain de l'Empire, quelque part. Mais, le régime algérien. Oui. Le régime algérien. Mais c'est M. Sharqawi qui a utilisé également cette expression. Non, parce qu'il y a quand même un décalage chronologique assez important entre les deux, entre 62 et l'Empire romain qui s'est terminé en 400, à peu près 450. Le bris impérial, exactement, tout à fait. Ali El-Harissi, donc un dernier commentaire sur ces paramètres-là. Est-ce que vous pensez qu'Omar Hilal saura écouter la manière dont il a parlé, la manière claire, explicite dont il a parlé, en rappelant ces différents paramètres et en terminant sur le Sahara est définitivement décolonisé depuis le retour à la mère patrie. Est-ce qu'il sera écouté d'après vous ? Oui, moi je pense que Omar Hilal est toujours écouté. Et c'est pour cela que chaque fois au niveau Vous avez bien compris ce que je veux dire. Écoutez. Oui. Pas entendu, écoutez. Écoutez, dans le sens où toutes les résolutions du Conseil de sécurité vont dans le sens de ce que propose le Maroc. Aujourd'hui, quand M. Hilal le dit encore une fois, parce que si on suit à chaque fois qu'il est en face des représentants de l'Algérie, il leur dit la même chose et de plusieurs manières, de la manière du droit international, de la manière du bon voisinage et puis de la manière la plus directe. L'Algérie s'occupe de quelque chose dont il n'a rien à voir avec le Sahara marocain. Au contraire, il y a autre chose, c'est-à-dire, moi je dis qu'il faut parfois, je vais emprunter la phrase de François Mitterrand, il faut laisser le temps au temps pour qu'on s'occupe d'une autre partie du Sahara marocain. Là, je vais citer Boustallah Ahmou, quand il parlait de Tindouf. Jusqu'en 1951, Tindouf était marocaine et il faisait partie de la wilaya d'Agadir. Oui, je sais. Daladi, en 1934, avait pris la décision de faire passer Tindouf dans le giron algérien. Mais en 1950, il y a encore des timbres. Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé ma thèse sur ça, donc je connais très bien cette région-là. Et quand j'ai parlé de feu le roi Mohamed V, il y avait le discours d'Oujda aussi. Il y avait un discours très important. Il y avait les correspondances avec De Gaulle par rapport à ce que faisait la France, c'est-à-dire sur cette région. La France nous a proposé, avec la création de l'OCRS, c'est-à-dire l'organisation pour la gestion des régions du Sahara, une solution pour la reconnaissance des parties, je ne parle pas du Sahara qui était chez les Espagnols, mais qui était chez les Français et qui est passé à l'Algérie. Donc nous, maintenant, on pense à autre chose. Et c'est le temps qui va montrer la véracité des cartes et des frontières. Et il y avait même une demande qu'avait fait le Maroc à travers Boustza dans le temps, en 1958, au niveau des Nations Unies, je n'ai pas le numéro de la demande, et qui parlait de ces zones-là, du Sahara, quand je parle du Touet, Kolomb-Bchar, Tindouf, et toute cette région-là qui sont marocaines, et que je pense maintenant c'est le temps de passer à la demande de notre Alors, il nous reste 6 minutes, ça fait 2 minutes chacun pour être équitable. Je commence par vous, mais une question s'il vous plaît, la dernière. L'ordre et le droit internationaux, ce qu'on appelle droit international, ordre international, ce sont l'ordre et le droit post-coloniaux et ceux des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été fait dans les années 40, dans les années 50. Or, est-ce que ça n'est pas en train d'évoluer aujourd'hui à l'aune de ce qui est en train de se passer dans nos provinces sud, 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, je répète, d'investissement en 8 ans, des PIB régionaux et par habitant bien supérieurs à ceux de la moyenne nationale, des projets d'intégration régionale, voire continentale. Est-ce que tout ça ne serait pas en train de changer maintenant ?
Allons de ce qui est en train de se passer dans le monde, Ukraine, Gaza, etc. Ce qui est acquis, c'est le développement économique des provinces sahariennes, c'est un modèle. Et tout le monde peut voir sur place ce qu'il en est. C'est extrêmement important. Ce que l'on peut voir aussi, c'est l'implication citoyenne des 600 000 habitants des provinces sahariennes. Ce qu'on peut relever également, c'est que le Maroc respecte la légalité internationale, à la différence de l'Algérie. Pourquoi il respecte la légalité internationale? Parce que ce qui est entrepris au niveau du Conseil de sécurité et des différentes résolutions depuis 2007 jusqu'à la dernière d'octobre dernier, etc., ça consacre la position marocaine sur la base d'un certain nombre de principes qui sont connus, la prééminence d'initiative marocaine, le format des tables rondes et un processus de négociation donc, pour une solution acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes du côté de la légalité internationale et au niveau du Conseil de sécurité, c'est reconnu et établi. C'est également vérifié avec la trentaine de consulats généraux. Ce sont 30 pays qui ont décidé d'ouvrir des consulats généraux à Dakhla et l'Ayoun. En revanche, c'est l'Algérie qui est en dehors de la légalité internationale. Et c'est tellement vrai qu'elle refuse, après avoir participé à 2 tables rondes, en décembre 2018 et mars 2019, en Suisse, qui refusent de prendre place dans le cadre de ce format des tables rondes. C'est l'Algérie qui est en dehors de la légalité internationale, et ça doit être dit et répété. Zakaria Abou Dahab, même question. Est-ce que vous ne pensez pas que ce Conseil de sécurité, avec tout ce qu'on dit depuis un certain temps déjà sur la réforme de l'ONU, la réforme du Conseil de sécurité, une meilleure représentativité, une place pour l'Afrique, etc., est-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde et qui montre bien les limites de cet ordre international hérité de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'aune de ce qui se passe aussi chez nous, dans nos provinces du Sud, les choses ne pourraient pas évoluer, mais selon une autre logique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire résolution, maintien, résolution? Ma lecture des choses est que d'abord, le Maroc et l'Algérie, c'est d'ailleurs la démarche royale, doivent ouvrir un débat et un dialogue stratégique entre les deux pour examiner ensemble les meilleures options pour sortir de ce goulot d'étranglement. Au-delà de la politique mondiale, puisque la politique mondiale a ses propres lois, et je pense même que parfois les puissances mondiales peut-être n'ont pas intérêt à urger une solution, je le dis de manière non pas cynique, mais de manière très réaliste, dans le sens où elles voudraient aussi tirer le meilleur des deux parties, bien compris. Mais je voudrais quand même rappeler, sur le plan de l'histoire rapidement, que feu le roi Mohamed V ne voulait pas négocier avec les Français tant que les frères algériens n'étaient pas indépendants. Que feu le roi Hassan II, devant l'Assemblée générale, je pense à l'époque il était prince héritier, avait plaidé pour l'indépendance de l'Algérie. Et que donc, Cicéron... À la tribune de l'ONU. Oui, absolument, à l'Assemblée, à la tribune de l'ONU, à l'Assemblée générale, pupitre, il disait haut et fort. Il a soutenu. Évidemment, il a même soutenu que la Chine reprenne son siège en 71 pour devenir membre à la place de Taïwan, en tout cas parce que le Maroc soutient l'intégrité territoriale de ce pays. Cicéron disait l'application excessive du droit mène à l'injustice. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit, puis vous avez la lettre. La lettre peut parfois être injuste. Et d'ailleurs, c'est l'équité. Parce que l'équité, c'est quoi? Je laisse de côté l'application d'un droit strict qui était colonial à l'époque. 45 incarné, c'était le droit des vainqueurs, tout simplement. Le droit des nationalités, puis l'autodétermination, ça a arrangé les affaires américaines, françaises et autres. Mais gardons à l'esprit, à mon sens, cette historicité que nous devons interpeller à la lumière de l'évolution. Le droit est devenu plus un droit des finalités. C'est Ali a cité les objectifs du développement durable, l'éradication de la pauvreté, j'en passe, les 17. Gageons que les deux pays, le Maroc, l'Algérie et les autres, puissent contribuer précisément et laisser de côté ces chamailleries qui sont tout à fait surannée, obsolète et anachronique. Je souriais quand vous parlez, Zakaria Abou Dahab. Vous supposez que l'Algérie va s'installer dans un schéma de responsabilité et de dialogue. On peut supposer. Alors, dernier mot pour vous, Ali Harichi. Il nous reste un peu moins que 2 minutes. Pour le Maroc, le problème, il est résolu. Le Sahara est dans son Maroc, le Maroc est dans son Sahara. Aujourd'hui, il faut que le Maroc passe à autre chose. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Afrique. Nous sommes en train de faire des tas de projets. Nous sommes en train de faire le transatlantique. Nous sommes en train de faire autre chose. Nous sommes un pan de stabilité et d'équilibre devant les défis qui sont dans le monde.
que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec les Amériques ou que ce soit avec l'Asie. À la différence, nous ne cherchons pas des problèmes chez les voisins. Nous cherchons à régler nos problèmes internes. Malheureusement, un problème hérité de la guerre froide, comme vous avez dit tout à l'heure, mais ce problème-là, il est déjà plié et le Sahara restera marocain ad vitam aeternam. De toutes les manières, on pourra toujours supposer que les Algériens vont entrer dans le jeu du droit international. Pour autant de la veille, de la vigilance et de la mobilisation. Et de la préparation. Eh ben, on arrête sur ça. Merci à vous, Mustafa Sahimi. Merci à vous, Zakaria Aoudab. Merci à vous, Ali Harichi. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.